Ce soir-là, en découvrant une réservation dans son téléphone, j'ai compris qu'un simple dîner pouvait détruire 32 ans de mariage. Je m'appelle Féliciane Courbesson. J'ai 59 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Pendant des années, j'ai cru que le silence était une preuve de sagesse, que fermer les yeux sur les détails étranges, c'était protéger mon foyer. Mais ce soir de novembre 2024, assise dans mon salon parisien, une notification lumineuse sur l'écran de son portable a tout fait basculer. Je ne suis pas le genre de femme qui fouille dans les affaires de son mari. Jamais je n'aurais imaginé devenir celle qui tremble en lisant un message qui ne lui est pas destiné. Pourtant, ce jour-là, quelque chose en moi a compris avant même que mes yeux ne déchiffrent les mots. Réservation confirmée, le Duc de Praslin, table pour 2, 20h30, samedi prochain. Le Duc de Praslin, le restaurant le plus élégant de Paris, celui où nous avions fêté nos 10 ans de mariage, celui où Gaudin m'avait promis, les yeux brillants, qu'il m'aimerait jusqu'à son dernier souffle. Mais cette réservation n'était pas pour nous. Je me souviens encore du poids de ce téléphone dans ma main, du froid qui a envahi ma poitrine, du bruit de la pluie contre les fenêtres, comme si le ciel pleurait à ma place. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé l'appareil sur la table basse, à côté de ma tasse de thé fumante, cette vieille tasse en porcelaine blanche que ma mère m'avait offerte le jour de mon mariage. Elle était là, témoin silencieux de ma vie qui se fracturait. Gaudin était dans son bureau, comme tous les soirs. Je l'entendais parler au téléphone, ce ton doucereux qu'il n'utilisait plus avec moi depuis des années. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de respirer. J'ai essayé de me convaincre qu'il y avait une explication logique. Peut-être un dîner d'affaires. Peut-être une surprise pour moi. Peut-être, mais au fond de moi, je savais déjà. Laissez-moi vous ramener au début. Pas au début de cette trahison. Non, bien avant. Au début de nous. Parce que pour comprendre comment on en arrive là, il faut d'abord se souvenir de ce qu'on a été. J'ai rencontré Gaudin en 1987. J'avais 22 ans. Lui, 28. C'était lors d'une exposition d'art contemporain dans le 6e arrondissement. Je portais une robe bleu marine, simple mais élégante. Mes cheveux étaient longs, attachés en un chignon bas. Il s'est approché de moi devant une toile abstraite et m'a demandé ce que j'y voyais. De la solitude déguisée en couleurs, ai-je répondu sans réfléchir. Il a souri. Un sourire qui a illuminé toute la galerie. Exactement ce que je pensais, a-t-il murmuré. Nous avons parlé pendant 3 heures. De l'art, de la vie, de nos rêves. Il était architecte, moi professeur de littérature française dans un lycée privé. Il parlait avec passion de ses projets, des immeubles qu'il voulait dessiner, des espaces qui raconteraient des histoires. J'écoutais, fasciné, en buvant ses mots comme on boit un grand cru. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans une petite chapelle de Provence, entourée de lavandes et de promesses éternelles. Les premières années ont été douces. Nous habitions un appartement modeste près du parc Monceau. Chaque matin, avant de partir travailler, Gaudin me préparait mon café exactement comme je l'aimais, noir avec une touche de miel. Il déposait un baiser sur mon front et murmurait toujours la même phrase. « Bonne journée, mon étoile, mon étoile. » Quand ai-je cessé d'être son étoile? Nous n'avons jamais eu d'enfant. Ce n'était pas un choix au début. Simplement, la vie en a décidé autrement. Après 5 ans de tentatives, de médecins, d'espoir et de déception, nous avons accepté que ce serait nous deux, juste nous deux. Et pendant longtemps, cela nous a suffi. Gaudin a réussi dans sa carrière. Ses projets architecturaux ont été primés. Nous avons déménagé dans un appartement plus grand, avec vue sur la Seine. J'ai continué d'enseigner Molière et Balzac à des adolescents qui préféraient leur téléphone à la beauté des mots. La vie était confortable, prévisible, silencieuse, trop silencieuse peut-être. Les dîners sont devenus rares, les conversations superficielles, les baisers sur le front, mécaniques. Mais je me disais que c'était normal, que tous les couples traversaient cela, que l'amour mature était fait de routine et de respect mutuel. Je me trompais. Le premier signe, je l'ai ignoré. C'était il y a 2 ans, en décembre 2022. Gaudin avait commencé à recevoir des messages tard le soir. Il souriait en les lisant, un sourire que je ne reconnaissais pas. Quand je lui demandais qui écrivait, il répondait vaguement. Un collègue, un projet urgent. Je hochais la tête. Je retournais à mon livre. Le deuxième signe, c'était son parfum. Il a changé de parfum, sans me le dire. Un jour, il sentait le bois de santal et la bergamote. Le lendemain, c'était quelque chose de différent.
plus sucré, plus jeune. « Tu as changé de parfum ?» ai-je demandé un matin. « Tu trouves ?» Il a haussé les épaules. Peut-être que mon nez s'est habitué à l'ancien. Et moi, encore une fois, j'ai laissé couler. Le troisième signe, c'était les week-ends. Gaudin avait toujours adoré nos escapades à la campagne. Chaque automne, nous louions une maison en Normandie, près de la mer. Nous marchions sur la plage, main dans la main, en écoutant le bruit des vagues. Mais en octobre 2023, quand j'ai proposé notre rituel annuel, il a secoué la tête. Je suis débordée, Féliciane. Ce projet pour la mairie de Lyon me prend tout mon temps. Pourtant, 3 semaines plus tard, j'ai trouvé dans sa veste un reçu d'hôtel. Un hôtel à Deauville. Exactement là où nous allions toujours. Quand je lui ai demandé, il a eu cette expression. Cette micro-expression que je n'oublierai jamais. Une fraction de seconde où son visage s'est durci avant de se recomposer en un masque de surprise innocente. Ah oui, c'était pour repérer des lieux pour un projet. Je ne voulais pas t'embêter avec ça. J'ai souri. J'ai dit que je comprenais. Mais cette nuit-là, allongée à côté de lui dans notre grand lit, j'ai fixé le plafond pendant des heures en écoutant sa respiration régulière et je me suis demandé depuis quand j'étais devenue une étrangère dans ma propre vie. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Mais revenons à ce soir de novembre 2024, à cette réservation, à cette tasse de thé qui refroidissait entre mes mains tremblantes. Gaudin est sorti de son bureau. Il portait son pull bleu marine, celui que je lui avais offert pour son anniversaire. Il avait l'air détendu, presque heureux. « Tu veux dîner devant la télé ce soir ?» a-t-il demandé en se versant un verre de vin. J'ai regardé cet homme que j'avais épousé 32 ans plus tôt. Cet homme qui connaissait chaque détail de mon visage, de mes rêves, de mes peurs. Et j'ai réalisé que je ne le connaissais plus du tout. « Comme tu veux », ai-je murmuré. Il s'est installé sur le canapé, a allumé les informations et s'est mis à commenter les nouvelles politiques comme si de rien n'était. Comme si ma vie ne venait pas de se briser en 1000 morceaux. Je suis restée assise, ma tasse vide entre les mains, et j'ai compris quelque chose de terrible. Le silence n'était pas une preuve de sagesse. C'était une prison que je m'étais construite moi-même. Et ce soir-là, j'ai décidé qu'il était temps d'en sortir. Les jours qui ont suivi cette découverte ont été étranges. Je continuais ma vie comme si rien n'avait changé. Je me levais, je préparais le petit déjeuner, j'allais au lycée enseigner Baudelaire à des adolescents distraits, je rentrais, je préparais le dîner. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé, ou peut-être pas brisé, peut-être réveillé. Je me suis mise à observer Gaudin comme on observe un tableau dont on aurait raté un détail crucial pendant des années. Chaque geste, chaque mot, chaque silence prenait une nouvelle dimension. Le matin, quand il se rasait devant le miroir de la salle de bain, je remarquais qu'il prenait plus de temps qu'avant, qu'il vérifiait son reflet sous différents angles, qu'il utilisait une lotion après rasage que je ne connaissais pas. « Tu es élégant aujourd'hui », ai-je dit un matin alors qu'il ajustait sa cravate gris-perle. Il a souri sans me regarder vraiment. Réunion importante avec des investisseurs. À quelle heure? 17 heures. J'ai hoché la tête. J'ai bu mon café en silence. Mais ce soir-là, quand il est rentré à 23 heures, sentant le vin et ce parfum sucré qui n'était pas le sien, j'ai su qu'il n'y avait eu aucune réunion avec des investisseurs. J'aurais pu le confronter. J'aurais pu hurler, pleurer, exiger des explications. Mais quelque chose en moi refusait de donner ce spectacle. Refusait de devenir cette femme hystérique qui supplie son mari de rester. Alors, j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi d'observer, de comprendre, et surtout, de me souvenir. Parce que avant de savoir qui on est devenu, il faut se rappeler qui on a été. Notre appartement actuel est magnifique. 180 mètres carrés avec vue sur la Seine, dans le 7e arrondissement. Des moulures au plafond, un parquet en chêne massif, des fenêtres immenses qui laissent entrer une lumière dorée chaque fin d'après-midi. Mais ce n'est pas là que nous avons été heureux. Notre premier appartement, celui où nous avons vécu nos 10 premières années de mariage, était minuscule. 45 mètres carrés près du parc Monceau. Une chambre, un salon qui servait aussi de salle à manger, une cuisine où nous tenions à peine à 2. Pourtant, c'est là que j'ai connu le bonheur. Je me souviens des dimanches matins. Gaudin se levait le premier et allait chercher des croissants chauds à la boulangerie du coin.
Il rentrait, les mains pleines de sacs en papier brun, et l'odeur du beurre emplissait tout l'appartement. Nous déjeunions au lit, les miettes tombant sur les draps blancs, en lisant le journal et en commentant les articles avec cette légèreté propre aux couples qui s'aiment vraiment. « Écoute ça », disait-il en me montrant un article absurde. Et nous rions. Nous rions tellement. Quand ai-je cessé de rire avec lui? Je me souviens aussi des soirées d'été. Nous n'avions pas les moyens de partir en vacances chaque année, alors nous transformions notre petit balcon en oasis. Gaudin installait des guirlandes lumineuses, je préparais une salade niçoise et nous dînions là, à regarder les passants en bas, à inventer des histoires sur leur vie. « Tu vois cette femme avec le chien ?» disait-il en pointant une silhouette. « Elle est détective privée. Le chien est en fait son partenaire. Ils résolvent des crimes ensemble. Et lui ?» demandai-je en désignant un homme pressé. « Banquier le jour, pianiste de jazz la nuit. Il a une double vie et personne ne le sait. Nous inventions des mondes. Nous rêvions à voix haute. À cette époque, Gaudin n'était pas encore l'architecte reconnu qu'il est devenu. Il travaillait pour un cabinet modeste, dessinait des projets que d'autres signaient. Mais il avait cette flamme dans les yeux, cette conviction que son tour viendrait. Et je croyais en lui, de toutes mes forces. Je me souviens du soir où il a décroché son premier grand contrat. C'était en 1995. Il est rentré en courant, a ouvert la porte si brusquement qu'elle a claqué contre le mur et m'a soulevé dans ses bras en criant « Féliciane, Féliciane, ils ont accepté mon projet !» Il tournoyait avec moi dans notre minuscule salon, renversant presque la lampe sur pied, et je riais, les mains agrippées à ses épaules, heureuse de le voir si vivant. Ce soir-là, nous avons bu du champagne bon marché dans des verres dépareillés, et il m'a dit, les yeux brillants de larmes de joie, « Rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. Tu es mon ancre, Féliciane, ma raison de me battre. » Son ancre. Quand ai-je cessé d'être son ancre? Notre vie a changé progressivement après ce premier succès. Les contrats se sont multipliés, l'argent est arrivé. Nous avons déménagé dans un appartement plus grand en 1999, puis dans celui-ci en 2007. J'ai cru que ces déménagements symbolisaient notre ascension commune, notre réussite partagée. Maintenant, je me demande si chaque déménagement ne nous éloignait pas un peu plus l'un de l'autre. Dans notre petit appartement du parc Monceau, nous étions obligés de vivre l'un sur l'autre, de partager chaque espace, chaque moment. Gaudin travaillait sur ses plans à la table de la cuisine pendant que je corrigeais mes copies. Nous nous touchions constamment, par nécessité et par plaisir. Mais ici, dans ces 180 mètres carrés, nous pouvions passer des journées entières sans nous croiser vraiment. Gaudin avait son bureau. J'avais ma bibliothèque. Nous habitions le même appartement, mais vivions dans des mondes parallèles. Je me souviens aussi de nos voyages. Pas les grands voyages, nous n'en avons jamais eu les moyens avant ces succès. Mais les petites escapades, les week-ends improvisés. En 1991, nous avons passé une semaine dans un village de Bretagne. Un petit hôtel face à la mer, avec des volets bleus et un escalier en bois qui grinçait. Il pleuvait presque tous les jours, mais nous nous en fichions. Nous marchions sur la plage déserte, emmitouflés dans nos imperméables, et Gaudin ramassait des coquillages pour moi. « Celui-ci te ressemble », disait-il en me tendant une coquille nacrée. Discret mais précieux. Je garde encore ces coquillages. Ils sont dans une boîte en carton au fond de mon armoire. Parfois, quand je les regarde, je me demande si cet homme existe encore quelque part sous le masque d'indifférence que Gaudin porte aujourd'hui. Notre vie sexuelle aussi était différente à l'époque. Pas que nous faisions l'amour tous les jours. Nous étions tous les deux épuisés par nos journées de travail. Mais il y avait une intimité, une tendresse. Gaudin m'embrassait dans le cou pendant que je faisais la vaisselle. Il glissait sa main dans la mienne quand nous regardions un film. Il murmurait des mots doux contre ma peau. Quand cela s'est-il arrêté? Je ne peux pas donner de date précise. Ce n'est pas comme si un jour, brutalement, tout avait cessé. C'était graduel, imperceptible. Comme une plante qui meurt lentement parce qu'on a oublié de l'arroser. Les baisers sont devenus des pecs rapides sur la joue. Les câlins, des accolades polies. Et au lit, le silence a remplacé les murmures. La dernière fois que nous avons fait l'amour, c'était... Je dois réfléchir. Février 2023, peut-être? Presque 2 ans maintenant. C'était son anniversaire. J'avais préparé son plat préféré, acheté une bouteille de Bordeaux, mis de la musique. J'avais essayé de recréer cette atmosphère d'autrefois. Il avait été tendre, presque nostalgique, mais même dans ce moment d'intimité, j'avais senti qu'il n'était pas vraiment là,
qu'une partie de lui pensait à autre chose, à quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, il était reparti dans sa bulle, et moi dans la mienne. Nous sommes devenus deux étrangers, partageant un toit, des factures et une histoire commune qui n'existait plus qu'au passé. Mais je ne voulais pas le voir. Je refusais de l'admettre, parce que admettre que notre mariage était mort signifiait admettre que j'avais gaspillé 32 ans de ma vie, que toutes ces années d'efforts, de compromis, de silence avalé n'avaient servi à rien. Alors je me racontais des histoires. Je me disais que c'était une phase, que tous les couples vivaient ça, que l'amour mature était fait de routine et de respect, pas de passion adolescente. Je me mentais à moi-même avec une constance admirable, jusqu'à cette réservation, jusqu'à ce moment où le mensonge est devenu impossible à maintenir. 3 jours après avoir découvert la réservation au duc de Praslin, j'ai décidé d'agir. Pas de confrontation directe, pas encore. Je voulais d'abord comprendre, savoir exactement à quoi j'avais affaire. Un matin, alors que Gaudin était sous la douche, j'ai pris son téléphone. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende malgré le bruit de l'eau. J'ai cherché des messages, des photos, des preuves. Mais Gaudin n'était pas stupide. Son téléphone était parfaitement propre, trop propre. Comme si quelqu'un avait méticuleusement effacé toute trace compromettante. J'allais reposer l'appareil quand j'ai remarqué une application que je ne connaissais pas. Une application de messagerie cryptée. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle demandait un code. J'ai tapé sa date de naissance. Mauvais code. Notre date de mariage. Mauvais code. Puis, presque par instinct, j'ai essayé les chiffres de l'adresse de notre premier appartement, celui du parc Monceau, celui où nous avions été heureux. L'application s'est ouverte, et là, j'ai tout vu. Des centaines de messages, des photos, des « je t'aime » répétés à l'infini, des projets d'avenir, des mots que je n'avais plus entendus depuis des années. Son nom était Jessamine. Jessamine, un nom qui sonnait comme une chanson, un nom jeune, frais, vibrant. Sur la photo de profil, j'ai vu une femme d'environ 35 ans, blonde, mince, souriante. Elle portait une robe d'été jaune et se tenait devant un champ de lavande. Elle était belle, tellement belle, et tellement jeune. L'eau de la douche s'est arrêtée. J'ai refermé l'application en tremblant, reposé le téléphone exactement où il était, et je suis sortie de la chambre. Dans le couloir, j'ai croisé mon reflet dans le miroir ancien que nous avions acheté au Puce de Saint-Ouen il y a 15 ans. Une femme de 59 ans me regardait, des rides autour des yeux, des cheveux gris qu'aucune teinture ne pouvait complètement masquer, un corps qui avait vieilli malgré mes efforts pour rester en forme. À côté de Jessamine, sur sa photo ensoleillée, j'étais l'ombre d'un passé révolu. Je suis retournée dans la cuisine. J'ai sorti ma vieille tasse en porcelaine blanche, celle que ma mère m'avait offerte pour mon mariage. Je l'ai remplie de café noir. J'ai ajouté une touche de miel. Et j'ai compris que je ne pleurerais pas, qu'il y avait quelque chose de plus fort que la tristesse qui montait en moi, quelque chose qui ressemblait à de la clarté. Les semaines qui ont suivi cette découverte ont été les plus étranges de ma vie. Je continuais d'aller au lycée, de sourire à mes collègues, de corriger des dissertations sur Madame Bovary avec une ironie qui ne m'échappait pas. Emma Bovary, cette femme piégée dans un mariage sans passion, cherchant désespérément quelque chose de plus. Mes élèves ne comprenaient pas pourquoi elle avait tout détruit pour une illusion romantique. Maintenant, moi non plus je ne comprenais pas. Mais pour des raisons différentes. Je ne comprenais pas comment Gaudin avait pu tout détruire pour une illusion. Comment il avait pu échanger 32 ans de vie commune contre des messages cryptés et des sourires à une femme qui pourrait être notre fille. Car oui, Jessamine avait 35 ans. Je l'avais découvert en fouillant discrètement. 35 ans. L'âge que j'avais quand nous avons acheté notre appartement actuel. L'âge où je croyais encore que la vie nous réservait de belles surprises. 24 ans de différence avec moi. Ce chiffre tournait dans ma tête comme une toupie infernale. Décembre 2024 est arrivé avec son cortège de lumière de Noël et de faux semblants. Paris s'était paré de guirlandes dorées, les vitrines scintillaient et partout résonnaient des chants joyeux qui contrastaient cruellement avec le silence de notre appartement. Gaudin travaillait de plus en plus tard, ou prétendait travailler. « Ne m'attends pas pour dîner ce soir », disait-il en ajustant sa cravate devant le miroir de l'entrée. Encore une réunion ? Le projet de Lyon est complexe. Les investisseurs sont exigeants. J'acquiesçais. Je regardais la porte se refermer.
Et je restais là, debout dans ce grand appartement vide, avec ma tasse de thé qui refroidissait entre mes mains. Un soir, alors que je rangeais son manteau qu'il avait laissé négligemment sur le canapé, un ticket de caisse est tombé de la poche intérieure. Je l'ai ramassé machinalement. C'était un reçu d'une bijouterie de la rue de la Paix, datant de la semaine précédente. 1200 € pour un bracelet en or blanc. Mon cœur s'est arrêté. 1200 €. Je suis allée dans ma chambre. Oui, nous faisions maintenant chambre à part depuis environ 1 an, officiellement parce que mes insomnies le dérangeaient, et j'ai ouvert mon coffret à bijoux. Un coffret en bois de rose que Gaudin m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. À l'intérieur, mes quelques bijoux s'alignaient sagement. La bague de fiançailles en or jaune. Les boucles d'oreilles en perles que sa mère m'avait données avant de mourir. Un collier modeste que j'avais acheté moi-même pour un anniversaire oublié. Aucun bracelet en or blanc. J'ai refermé le coffret. J'ai regardé par la fenêtre. La Seine coulait, indifférente, sous les ponts illuminés. 1200 € pour une femme qui n'était pas sa femme. Combien avait coûté mon dernier cadeau? Je ne me souvenais même plus. Peut-être un foulard Hermès il y a 3 ans. Peut-être rien depuis. J'ai repensé à nos premières années. Quand Gaudin cachait des petits mots doux dans mon sac à main. Quand il m'offrait des fleurs sans raison. Quand il rentrait avec un livre qu'il avait vu en vitrine et qui lui avait fait penser à moi. Quand as-tu cessé de penser à moi? Ai-je murmuré dans le vide. Personne n'a répondu. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le lendemain était un samedi. Gaudin avait annoncé qu'il devait aller au bureau pour finaliser des plans. Un samedi. Bien sûr. Tu veux que je te prépare quelque chose avant de partir? Ai-je demandé, jouant mon rôle d'épouse parfaite avec une aisance qui me terrifiait. Non merci. Je prendrai quelque chose en route. Il est parti vers 10 heures. J'ai attendu 30 minutes, puis j'ai fait ce que je n'aurais jamais cru faire un jour. Je l'ai suivi. J'avais mis un manteau sombre, un foulard, des lunettes de soleil malgré le ciel gris de décembre. Je me sentais ridicule, comme dans un mauvais film policier. Mais la douleur efface le ridicule. Gaudin a pris sa voiture, une Mercedes noire qu'il adorait, et je l'ai suivi en taxi en demandant au chauffeur de rester discret. Le pauvre homme a dû me prendre pour une folle, mais il a obéi sans poser de questions. Peut-être que ce n'était pas la première fois qu'on lui demandait de suivre quelqu'un. Nous avons traversé Paris, pas en direction de son bureau. Non, vers le 16e arrondissement. La voiture de Gaudin s'est garée devant un immeuble cossu de l'avenue Foch. Un de ces immeubles haussmanniens avec balcon en fer forgé et porte cochère massive. Il est sorti, a vérifié son reflet dans la vitre de la voiture, a lissé ses cheveux et a sonné à l'interphone. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte et elle est apparue. Jessamine. En vrai, elle était encore plus belle que sur les photos. Grande, élancée, vêtue d'un pull en cachemire crème et d'un jean parfaitement coupé. Ses cheveux blonds tombaient en cascade sur ses épaules. Elle souriait. Elle a embrassé Gaudin sur les lèvres. Pas un baiser chaste, un vrai baiser. Celui qu'on donne à quelqu'un qu'on attend avec impatience. Puis ils sont entrés ensemble et la porte s'est refermée sur eux. Je suis restée là, dans ce taxi, à fixer cet immeuble, incapable de bouger. « Madame ?» Le chauffeur me regardait dans le rétroviseur. « Tout va bien? Pouvez-vous attendre quelques minutes ?»« Bien sûr. » J'ai attendu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me torturer, peut-être pour être sûr. 45 minutes plus tard, ils sont ressortis, main dans la main, riant. Gaudin avait cette expression sur le visage, cette légèreté, cette joie que je ne lui voyais plus depuis des années. Ils se sont embrassés encore une fois devant l'immeuble, longuement. Puis Gaudin est remonté dans sa voiture et est reparti. Jessamine est restée là un instant, regardant la Mercedes s'éloigner, avec ce sourire de femme amoureuse qui illuminait tout son visage. Puis elle a sorti son téléphone et a tapé un message. Probablement à lui, probablement quelque chose comme « Tu me manques déjà ». « Ramenez-moi chez moi », ai-je dit au chauffeur d'une voix que je ne reconnaissais pas. Durant le trajet du retour, j'ai regardé Paris défiler. Cette ville que j'aimais tant. Cette ville où j'avais construit ma vie, mon mariage, mes rêves. Cette ville qui me semblait soudain étrangère. Gaudin est rentré vers 18 heures, l'air détendu, presque guilleret. « Le travail a bien avancé ?» ai-je demandé en levant les yeux de mon livre. « Oui, très bien. Ces plans prennent forme. Je pense que nous décrocherons le contrat. » Nous. Il disait toujours « nous » quand il parlait de son travail,
comme si j'étais encore partie prenante de sa vie, comme si nous étions encore une équipe. C'est merveilleux, ai-je répondu avec un sourire qui devait ressembler à un rictus. Il s'est servi un verre de whisky et s'est installé dans son fauteuil en cuir. Et toi, qu'as-tu fait de ta journée? Oh, pas grand-chose. J'ai lu, j'ai pris un bain, j'ai corrigé quelques copies. Bien, bien. Il a allumé la télévision. Un documentaire sur l'architecture moderne. Il commentait les images, me parlait de techniques de construction, comme si tout était normal. Et moi, assise sur le canapé avec ma tasse de thé maintenant froide, je le regardais et je me demandais qui était cet homme. Comment pouvait-on vivre un mensonge avec une telle aisance? Comment pouvait-on embrasser une femme le matin et parler architecture avec son épouse le soir comme si de rien n'était? Était-ce toujours le même Gaudin qui m'avait juré fidélité il y a 32 ans? Celui qui pleurait de joie dans notre minuscule salon? Celui qui ramassait des coquillages pour moi sur les plages bretonnes? Ou était-ce un étranger qui avait pris sa place sans que je m'en aperçoive? Cette nuit-là, allongé, dans mon lit, pas notre lit. J'ai repensé à tous les signes que j'avais ignorés. Les messages tard le soir, le changement de parfum, les week-ends soudainement occupés, le reçu de Deauville, les regards fuyants, les « je t'aime » qui avaient disparu de notre vocabulaire. Tout était là, sous mes yeux. Depuis combien de temps? 2 ans? 3 ans? Plus? Je m'étais raconté que c'était normal, que c'était l'usure du temps, que tous les couples traversaient ça. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas voir, parce que voir signifiait agir, et agir signifiait détruire cette illusion de stabilité que j'avais construite autour de moi comme un rempart contre la réalité. J'avais choisi l'aveuglement, par confort, par peur, par lâcheté peut-être. Mais maintenant que mes yeux étaient ouverts, je ne pouvais plus faire semblant. Maintenant que j'avais vu Jessamine. Maintenant que j'avais vu le visage de Gaudin s'illuminer pour elle comme il ne s'illuminait plus pour moi depuis des années. Maintenant que j'avais compris que je n'étais plus sa femme, mais un fantôme qui hantait un mariage mort. Je ne pouvais plus fermer les yeux. Le dimanche suivant, nous avons reçu des amis pour le déjeuner. Bernard et Sylvie, un couple que nous connaissions depuis 20 ans. Lui était avocat, elle médecin. Ils avaient 3 enfants, tous devenus adultes maintenant. Nous avons mangé un gigot d'agneau que j'avais préparé le matin. Nous avons bu du vin. Nous avons ri. Enfin, eux ont ri. Gaudin a ri. Moi, j'ai souri. À un moment, alors que les hommes parlaient aux politiques dans le salon, Sylvie m'a rejointe dans la cuisine où je préparais le café. « Féliciane, tout va bien ?»« Bien sûr. Pourquoi cette question ?» Elle a hésité, puis a posé sa main sur mon bras. « Tu sembles ailleurs, fatiguée. » J'ai failli tout lui raconter. Le téléphone, les messages, Jessamine, l'avenue Foch, les 1200 €, le sourire de Gaudin qui n'était plus pour moi. Mais je me suis retenue, parce que mettre des mots sur cette réalité la rendrait définitive, officielle, réelle. Je dors mal en ce moment, c'est tout. Sylvie m'a regardée avec cette expression que je déteste, cette pitié douce, comme si elle savait, comme si elle aussi avait vécu ça, ou comme si elle avait vu ce que je refusais encore d'admettre complètement. Si tu as besoin de parler... Oh, je sais. Merci, Sylvie. Nous sommes retournés au salon avec le café. Bernard racontait une histoire drôle sur un de ses clients. Tout le monde riait. Gaudin avait passé son bras sur le dossier du canapé, détendu, charmant. Il était doué pour ça, pour jouer le rôle du mari parfait devant les autres. Mais quand son téléphone a vibré et qu'il a jeté un coup d'œil discret à l'écran, j'ai vu ses yeux s'illuminer. Cette micro-expression de bonheur. Puis il a rangé le téléphone dans sa poche et a repris son masque d'époux attentif. Personne d'autre n'avait remarqué, sauf moi. 3 jours plus tard, j'ai trouvé autre chose. Une facture, dans le tiroir de son bureau. Je ne fouillais pas. Je cherchais un stylo. Mais la facture était là, pliée au fond. Un week-end à Deauville, hôtel Le Normandie, chambre supérieure avec vue sur la mer, 1500 €, datant du mois d'octobre 2023. Exactement le week-end où il m'avait dit être trop occupé pour notre escapade annuelle. Exactement l'hôtel où nous allions toujours. Il l'avait emmené là-bas, dans notre lieu, notre rituel. Il avait pris nos souvenirs et les avait réécrits avec elle. J'ai refermé le tiroir, j'ai posé le stylo que je tenais, et je me suis assise sur le fauteuil de son bureau. Autour de moi, ses diplômes encadrés, ses récompenses d'architecture, des photos de ses projets les plus prestigieux. Mais aucune photo de nous,
Pas une seule. Il y avait eu des photos autrefois. Notre mariage, nos voyages, nos anniversaires, elles avaient disparu progressivement, remplacées par des cadres vides ou des certificats professionnels. J'avais été effacée, petit à petit, de son bureau, de sa vie, de son cœur, et je l'avais laissé faire. Janvier 2025 est arrivé avec son lot de résolutions que personne ne tient jamais. La nouvelle année. Un nouveau départ, disent les gens. Mais pour moi, c'était simplement la continuation d'un mensonge qui s'étirait comme une ombre interminable. Le 1er janvier, Gaudin et moi avons fait ce que nous faisions chaque année. Nous avons trinqué à minuit avec une coupe de champagne. Nous nous sommes embrassés poliment sur les joues et nous nous sommes souhaités une bonne année avec des sourires qui ne montaient pas jusqu'aux yeux. « À nous », a-t-il dit en levant sa coupe. « Ah, à nous », ai-je répété, en me demandant qui était ce « nous » auquel il pensait vraiment. Les jours suivants ont continué sur cette lancée. Une routine mécanique, un ballet parfaitement chorégraphié de 2 personnes qui partagent un espace mais plus une vie. Je me levais la première. Je préparais le café. Je mettais la table pour le petit déjeuner. Gaudin descendait, lisait le journal, mangeait ses tartines en silence. Nous échangions quelques mots sur la météo, les actualités, rien d'important. Puis il partait travailler. Et moi aussi. Au lycée, mes collègues me demandaient si j'avais passé de bonnes fêtes. Oui, tranquille, répondais-je avec un sourire parfait. Tranquille. Le mot était juste, terriblement juste. Un soir de mi-janvier, Gaudin est rentré avec un bouquet de roses rouges. Des roses. Il ne m'avait pas offert de fleurs depuis... Je ne savais même plus. Pour toi, a-t-il dit en me tendant le bouquet avec un sourire. J'ai pris les fleurs. Elles étaient magnifiques, fraîches, parfumées. Quelle est l'occasion? Aucune. J'ai pensé que tu aimerais. J'ai mis les roses dans un vase en cristal. J'ai ajusté chaque tige avec soin. Et pendant que je faisais ça, une partie de moi voulait croire, voulait penser que peut-être il revenait vers moi, que peut-être cette histoire avec Jessamine était terminée. Mais je connaissais la vérité. Ces fleurs n'étaient pas un geste d'amour. C'était un pansement sur une blessure béante. C'était de la culpabilité déguisée en attention. Merci, ai-je dit simplement. Ce soir-là, Gaudin a proposé que nous dînions ensemble, à table, avec des bougies. Il a ouvert une bonne bouteille. Il m'a parlé de son travail, de ses projets. Il m'a demandé comment se passaient mes cours. Et moi, je jouais le jeu. Je souriais. Je hochais la tête. Je posais des questions. Parce que c'était plus facile. Parce que maintenir l'illusion demandait moins d'énergie que de la briser. Parce que j'avais peur. Peur de la solitude. Peur de recommencer à zéro à 59 ans. Peur de perdre cette vie confortable que nous avions construite. Peur d'admettre que j'avais échoué. Alors je me taisais. Je souriais. J'acceptais. Février est arrivé. Le mois le plus court. Le mois le plus froid. Gaudin m'a annoncé qu'il devait partir à Lyon pour une semaine. Pour ce fameux projet qui l'occupait tant. Une semaine entière? Oui. Les négociations sont complexes. Je dois être sur place. Je comprends. Est-ce qu'il allait vraiment à Lyon? Ou était-ce encore un mensonge? Je ne savais plus. Je ne cherchais plus à savoir. La veille de son départ, j'ai préparé sa valise, comme je l'avais toujours fait. J'ai plié ses chemises, rangé ses chaussettes, vérifié qu'il avait son chargeur de téléphone. « Tu n'es pas obligé de faire ça », a-t-il dit en me regardant depuis le pas de la porte. Je sais, mais je continuais. Parce que c'était mon rôle, l'épouse parfaite, celle qui s'occupe de tout, celle qui ne pose pas de questions. Il est parti le lendemain matin. Un baiser rapide sur ma joue, un au revoir distrait. Je t'appellerai ce soir. D'accord. La porte s'est refermée. J'ai regardé par la fenêtre sa voiture disparaître au bout de la rue. Et je me suis retrouvée seule dans notre grand appartement, seule avec mes pensées, seule avec la vérité que je refusais toujours d'affronter complètement. Pendant cette semaine sans lui, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai vécu. Pas de façon spectaculaire, pas de grandes révélations. Juste vivre. J'ai dîné quand j'avais faim, pas à l'heure fixe du dîner de Gaudin. J'ai regardé les films que je voulais voir, pas ceux qu'il choisissait toujours. J'ai lu jusqu'à 3 heures du matin sans que personne ne me reproche d'avoir la lumière allumée. J'ai invité Sylvie à déjeuner. Nous sommes allés dans un petit bistrot près du Luxembourg. Elle m'a parlé de ses enfants, de son travail à l'hôpital, de sa vie bien remplie. Et puis, autour d'un verre de vin blanc, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Féliciane, je vais te poser une question.
Et j'aimerais que tu sois honnête avec moi. Es-tu heureuse? J'ai ouvert la bouche pour dire oui, pour maintenir le mensonge, pour protéger cette façade que j'avais érigée autour de ma vie. Mais les mots ne sont pas sortis. À la place, mes yeux se sont remplis de larmes. Sylvie a tendu la main et l'a posée sur la mienne. Je m'en doutais. Comment? Les femmes reconnaissent cette expression chez d'autres femmes. Cette façon de sourire sans vraiment sourire, d'être là sans vraiment être là. J'ai essuyé mes larmes, discrètement. Le restaurant était bondé. Les gens autour mangeaient, riaient, vivaient. Personne ne remarquait la femme en train de se briser doucement au-dessus de son assiette de salade niçoise. « Il a quelqu'un d'autre », ai-je murmuré. C'était la première fois que je le disais à voix haute. Les mots sont sortis comme une confession, comme un poids qu'on abandonne enfin. Sylvie n'a pas eu l'air surprise. « Depuis combien de temps le sais-tu » ? 2 mois. Peut-être plus. Je ne suis pas sûre. Et que vas-tu faire? C'était la question, n'est-ce pas? Que faire quand on découvre que sa vie est construite sur du sable? Je ne sais pas. Tu mérites mieux que ça, Féliciane. J'ai 59 ans, Sylvie. Presque 60. Qui voudrait de moi maintenant? Elle a secoué la tête avec véhémence. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de dignité, de respect de soi. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge juste parce que tu as peur d'être seule. Mais nous avons 32 ans de mariage. Et combien de ces années étaient vraiment heureuses? La question m'a frappée comme une gifle. Combien d'années avaient été vraiment heureuses? Les 10 premières, peut-être. 15 au maximum. Le reste, de la routine, du confort, de l'habitude, mais pas du bonheur. Je ne veux pas tout perdre, ai-je avoué dans un souffle. Mais as-tu quelque chose à perdre, Féliciane? Ou est-ce que tu t'accroches à un fantôme? Gaudin est rentré le vendredi soir. Il avait l'air épuisé, mais satisfait. Le projet est pratiquement bouclé. Encore quelques détails à régler, mais nous y sommes presque. C'est formidable. Il a posé sa valise dans l'entrée et s'est dirigé vers la salle de bain pour prendre une douche. Pendant qu'il était sous l'eau, j'ai fait ce que je m'étais juré de ne plus faire. J'ai ouvert sa valise. Ses vêtements sentaient un parfum qui n'était pas le mien. Sucré, fleuri, gessamine. Dans la poche latérale, j'ai trouvé un ticket de restaurant. Pas à Lyon, à Paris, datant de mercredi, le jour où il était censé être en réunion toute la journée. Il n'était jamais allé à Lyon. Il avait passé la semaine avec elle. J'ai refermé la valise. J'ai remis le ticket exactement où il était. Et je suis retournée dans le salon, ma tasse de thé à la main. Quand Gaudin est sorti de la douche, frais et détendu, je lui ai souri. « Tu dois être affamée. J'ai préparé ton plat préféré. »« Oh, Féliciane, tu es merveilleuse. Merveilleuse. » J'étais une idiote, oui. Une idiote qui préparait le dîner pour un homme qui rentrait des bras de sa maîtresse. Nous avons mangé en silence. Ou plutôt, il a mangé en me racontant des histoires sur Lyon, sur les réunions, sur les investisseurs. Des mensonges soigneusement construits. Des mensonges qu'il racontait avec une aisance déconcertante. Et moi, j'écoutais. Je hochais la tête. Je posais des questions pour rendre ces mensonges plus crédibles. Parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pensé à ce que Sylvie m'avait dit. « Tu t'accroches à un fantôme. » Avait-elle raison? Est-ce que je me battais pour sauver quelque chose qui n'existait déjà plus? Le Gaudin que j'aimais? Celui qui me soulevait dans ses bras en riant, celui qui ramassait des coquillages pour moi, celui qui me regardait comme si j'étais la plus belle femme du monde. Était-il encore là quelque part? Ou était-il mort depuis longtemps, remplacé par cet étranger qui partageait mon toit, mais plus ma vie? J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de dormir. Mais les questions tournèrent dans ma tête comme un disque rayé. Pourquoi restais-je? Par amour? Non. L'amour était mort, enterré sous des années de silence et d'indifférence. Par habitude? Probablement. Il est tellement plus simple de continuer que de changer. Par peur? Certainement. La peur de l'inconnu, la peur d'être seul, la peur d'échouer. Mais surtout, par une étrange forme de déni. Tant que je ne disais rien, tant que je ne confrontais pas Gaudin, tant que je maintenais cette illusion de normalité, je pouvais prétendre que tout allait bien. Je pouvais prétendre que nous étions toujours un couple, que notre mariage existait encore. Mais le déni a ses limites, et j'étais en train d'atteindre les miennes. Mars 2025 est arrivé avec ses promesses de printemps. Les arbres commençaient à bourgeonner le long de la Seine. Les terrasses des cafés se remplissaient à nouveau. Paris se réveillait de son hibernation hivernale. Mais dans notre appartement, l'hiver persistait. Gaudin était de plus en plus absent. Physiquement présent, certes, mais mentalement
ailleurs, à 1000 lieues. Ou plutôt, à quelques arrondissements de là, avenue Foch, dans les bras d'une femme de 35 ans. Je continuais ma routine. Lycée, copie, dîner silencieux, nuit solitaire. Mais quelque chose en moi avait changé depuis ma conversation avec Sylvie. Une graine avait été plantée. Une graine de révolte. Minuscule, fragile, mais bien réelle. Je ne voulais plus seulement savoir. Je voulais comprendre. Comprendre comment nous en étions arrivés là. Comprendre qui était vraiment cette Jessamine. Comprendre ce qu'elle avait que je n'avais plus. Un mardi après-midi, j'ai fait quelque chose dont je ne me croyais pas capable. J'ai appelé l'interphone de l'immeuble de l'avenue Foch. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende à travers le combiné. J'avais préparé une histoire. Je me ferais passer pour une amie d'une voisine, n'importe quoi. Mais personne n'a répondu. J'ai attendu 5 minutes. J'ai réessayé. Toujours rien. Puis, alors que j'allais abandonner, une femme est sortie de l'immeuble. Une dame âgée avec un petit chien. « Excusez-moi », ai-je dit en m'approchant. « Je cherche madame. » J'ai fait semblant de consulter un papier. « Madame Lenoir. Appartement. Vous ne sauriez pas à quel étage ?» La dame m'a regardé avec bienveillance. « Il n'y a pas de madame Lenoir dans cet immeuble, ma chère. » Oh, peut-être que je me suis trompée d'adresse, et Jessamine. Jessamine. J'ai fait semblant de chercher le nom de famille. Jessamine Moreau, 3e étage gauche. Mon sang s'est glacé. J'avais son nom complet maintenant. Oui, c'est ça. Moreau. Merci beaucoup. De rien. Mais je ne pense pas qu'elle soit là. Elle part souvent en déplacement. Son mari aussi d'ailleurs. Ils sont rarement là en même temps, ces deux-là. Son mari. Le mot a résonné dans ma tête comme un gong. Son mari? Oui, monsieur Edric. Très gentil. Toujours poli. Ils sont mariés depuis, 7 ou 8 ans, je crois. Pas d'enfants. Tous les deux, très pris par leur carrière. J'ai remercié la dame et je suis partie, les jambes tremblantes. Jessamine était mariée. Jessamine avait un mari qui s'appelait Edric. Mon Gaudin détruisait non pas un mariage, mais 2. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? De retour chez moi, je me suis assise dans le salon avec ma tasse de thé. La vieille tasse en porcelaine blanche, celle qui avait tout vu, tout entendu. Jessamine avait un mari. Cette information changeait tout. Ou plutôt, elle ajoutait une dimension que je n'avais pas envisagée. Il n'y avait pas que moi qui souffrais. Il y avait un autre innocent dans cette histoire, un homme qui, comme moi, vivait probablement dans l'ignorance. Où mars 2025 est arrivé avec ses promesses de printemps. Les arbres commençaient à bourgeonner le long de la Seine. Les terrasses des cafés se remplissaient à nouveau. Paris se réveillait de son hibernation hivernale. Mais dans notre appartement, l'hiver persistait. Gaudin était de plus en plus absent. Physiquement présent, certes, mais mentalement ailleurs, à 1000 lieues. Ou plutôt, à quelques arrondissements de là, avenue Foch, dans les bras d'une femme de 35 ans. Je continuais ma routine. Lycée, copie, dîner silencieux, nuit solitaire. Mais quelque chose en moi avait changé depuis ma conversation avec Sylvie. Une graine avait été plantée, une graine de révolte, minuscule, fragile, mais bien réelle. Je ne voulais plus seulement savoir, je voulais comprendre. Comprendre comment nous en étions arrivés là. Comprendre qui était vraiment cette Jessamine. Comprendre ce qu'elle avait que je n'avais plus. Un mardi après-midi, j'ai fait quelque chose dont je ne me croyais pas capable. J'ai appelé l'interphone de l'immeuble de l'avenue Foch. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende à travers le combiné. J'avais préparé une histoire. Je me ferais passer pour une amie d'une voisine. N'importe quoi. Mais personne n'a répondu. J'ai attendu 5 minutes. J'ai réessayé. Toujours rien. Puis, alors que j'allais abandonner, une femme est sortie de l'immeuble. Une dame âgée avec un petit chien. « Excusez-moi », ai-je dit en m'approchant. « Je cherche madame. » J'ai fait semblant de consulter un papier. « Madame Lenoir. Appartement. Vous ne sauriez pas à quel étage ?» La dame m'a regardé avec bienveillance. « Il n'y a pas de madame Lenoir dans cet immeuble, ma chère. »« Oh, peut-être que je me suis trompée d'adresse. » Et Jessamine. J'ai fait semblant de chercher le nom de famille. Jessamine Moreau, 3e étage gauche. Mon sang s'est glacé. J'avais son nom complet maintenant. Oui, c'est ça, Moreau. Merci beaucoup. De rien. Mais je ne pense pas qu'elle soit là. Elle part souvent en déplacement. Son mari aussi d'ailleurs. Ils sont rarement là en même temps, ces deux-là.
Son mari. Le mot a résonné dans ma tête comme un gong. Son mari? Oui, monsieur Edric. Très gentil. Toujours poli. Ils sont mariés depuis, 7 ou 8 ans, je crois. Pas d'enfants. Tous les deux très pris par leur carrière. J'ai remercié la dame et je suis partie, les jambes tremblantes. Jessamine était mariée. Jessamine avait un mari qui s'appelait Edric. Mon Gaudin détruisait non pas un mariage, mais 2. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? De retour chez moi, je me suis assise dans le salon avec ma tasse de thé. La vieille tasse en porcelaine blanche, celle qui avait tout vu, tout entendu. Jessamine avait un mari. Cette information changeait tout. Ou plutôt, elle ajoutait une dimension que je n'avais pas envisagée. Il n'y avait pas que moi qui souffrais. Il y avait un autre innocent dans cette histoire. Un homme qui, comme moi, vivait probablement dans l'ignorance. Ou peut-être savait-il déjà. Peut-être fermait-il les yeux lui aussi. Mais d'une manière étrange, cette découverte m'apportait quelque chose. Pas du réconfort. Non. Plutôt une forme de clarté. Je n'étais plus seule face à ce mensonge. Les jours suivants, j'ai fait des recherches. Discrètement, méthodiquement. Sur Internet, j'ai trouvé un profil LinkedIn. Edric Moreau, 42 ans, directeur commercial dans une entreprise pharmaceutique. Un visage sympathique, des yeux clairs, un sourire franc. Il avait l'air d'un homme bien. Le genre d'homme qui ne méritait pas d'être trahi. Comme moi. Sur le profil de Jessamine, j'ai appris qu'elle était consultante en communication, diplômée d'une grande école de commerce. Des photos d'elle lors de conférences, toujours élégante, toujours souriante. Des photos avec son mari lors de galas, d'événements professionnels. Ils formaient un beau couple, jeune, dynamique, prometteur. Et Gaudin et elle étaient en train de détruire tout ça. Un soir de fin mars, j'ai décidé de parler à Gaudin. Pas de l'affaire, pas directement, mais de nous. Nous étions assis dans le salon. Lui lisait sur sa tablette. Moi faisais semblant de lire un livre. Gaudin? Est-ce que tu es heureux? Il a levé les yeux, surpris. Quelle drôle de question. C'est une question simple pourtant. Es-tu heureux? Avec moi, avec nous, avec cette vie. Il a posé sa tablette, m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. D'où vient cette question? De nulle part, ou de partout. Je me pose des questions dernièrement. Sur nous, sur ce que nous sommes devenus. Il a soupiré. Pas de frustration, plutôt de lassitude. Féliciane, nous sommes mariés depuis 32 ans. C'est normal que la passion s'estompe, que les choses deviennent plus tranquilles. Tranquille. J'ai répété le mot comme s'il avait un goût amer. Est-ce vraiment ce que tu veux? Une vie tranquille? À notre âge, qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre? À notre âge. Comme si nous étions déjà morts, comme si la vie était finie, comme si nous n'étions plus que des fantômes attendant la fin. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Peut-être quelque chose de plus. De plus? Comme quoi? Comme de la joie, de la complicité, de l'amour même. Il a détourné le regard. L'amour évolue, Féliciane. Il devient autre chose, plus mature, plus stable, ou il meurt, ai-je dit doucement. Il n'a pas répondu. Il a repris sa tablette. La conversation était close, mais j'avais ma réponse. Notre amour n'avait pas évolué. Il était mort, enterré sous les années et l'indifférence. Et Gaudin le savait. Il le savait et il s'en accommodait. Ou plutôt, il avait trouvé ailleurs ce qu'il ne cherchait plus avec moi. Début avril, j'ai reçu un appel de ma sœur Marguerite. Elle vivait à Bordeaux avec son mari depuis 25 ans. 3 enfants, 6 petits-enfants. Une vie bien remplie. Féliciane, comment vas-tu? Cela fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Je vais bien. Et toi? Nous avons discuté un moment. De sa famille, de son jardin, de tout et de rien. Puis elle a dit, tu sais, je vais venir à Paris la semaine prochaine, pour un rendez-vous médical. On pourrait déjeuner ensemble? Avec plaisir. Et Gaudin, il va bien? J'ai hésité. Marguerite et moi avions toujours été proches. Enfants, nous partagions tout. Mais avec les années, la distance géographique avait créé une distance émotionnelle. Il va bien, toujours absorbé par son travail. Certaines choses ne changent jamais, a-t-elle ri. Non, certaines choses ne changeaient jamais. Sauf que maintenant, son travail n'était qu'un alibi pour voir sa maîtresse. Le jour de notre déjeuner, j'ai retrouvé Marguerite dans un restaurant près de Saint-Germain-des-Prés. Elle avait vieilli, bien sûr. Nous avions toutes les deux vieilli.
Mais elle avait gardé cette lumière dans les yeux, cette joie de vivre que j'avais perdue. « Tu es magnifique », ai-je dit en l'embrassant. « Menteuse, je suis une vieille femme avec des rides partout. Une vieille femme de 62 ans qui rayonne. » Nous nous sommes assises, avons commandé. Et pendant un moment, nous avons simplement rattrapé le temps perdu. Puis, autour du café, Marguerite m'a regardée avec cet air que seules les sœurs savent avoir. « Féliciane, qu'est-ce qui ne va pas ? » ?»« Rien. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je te connais. Parce que tu as ce regard éteint. » J'ai baissé les yeux sur ma tasse. Cette vieille tasse de restaurant qui ne ressemblait en rien à celle que j'avais chez moi. Gaudin a une liaison. Les mots sont sortis tout seuls. Simple. Direct. Définitif. Marguerite n'a pas eu l'air choquée. Juste triste. Depuis combien de temps le sais-tu ? Quelques mois. Et que comptes-tu faire ? Je ne sais pas. Elle a posé sa main sur la mienne. Tu te souviens de tante Béatrice ? Bien sûr. Tante Béatrice, la sœur de notre mère. Elle avait découvert que son mari la trompait quand elle avait 55 ans. Elle était restée avec lui. Par peur, par habitude, par manque de courage. Elle était morte 10 ans plus tard. Amère, malheureuse, pleine de regrets. « Je ne veux pas devenir tante Béatrice », ai-je murmuré. « Alors ne le deviens pas. » « Mais comment ? J'ai 59 ans, Marguerite, presque 60. Je n'ai pas de carrière brillante, pas d'argent propre. Tout ce que j'ai, c'est ce mariage qui te rend malheureuse. Mais c'est ma vie. Non, c'est la prison que tu t'es construite. » Ces mots ont résonné comme ceux de Sylvie, comme un écho de la vérité que je refusais d'entendre. « J'ai peur, ai-je avoué. Je sais. Mais tu sais ce qui est encore plus effrayant ? Regarder en arrière dans 10 ans et réaliser que tu as gaspillé ces années à souffrir alors que tu aurais pu vivre. » Cette conversation avec Marguerite a été un déclic. Pas un déclic spectaculaire, pas une révélation fulgurante, juste une prise de conscience lente et douloureuse. Je méritais mieux. J'avais encore du temps devant moi. Peut-être 15 ans, peut-être 20, peut-être plus. Est-ce que je voulais passer ces années à jouer le rôle de l'épouse aveugle, à faire semblant que tout allait bien pendant que mon mari vivait une double vie ? Non, non, je ne voulais plus. Le soir même, en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai créé un nouveau dossier et j'ai commencé à rassembler des preuves, les reçus que j'avais trouvés, les captures d'écran des messages de l'application cryptée que j'avais photographiée avec mon téléphone, les dates des absences suspectes, les mensonges notés méticuleusement. Je construisais un dossier, non pas pour confronter Gaudin, pas encore, mais pour me préparer, pour être prête le jour où je serais assez forte pour partir, ou pour rester et exiger des comptes. Je ne savais pas encore ce que je ferais, mais je savais que je ne pouvais plus continuer ainsi. Le déni avait assez duré. Il était temps de regarder la vérité en face, et d'agir. Mi-avril 2025. Le printemps s'installait vraiment maintenant. Les cerisiers fleurissaient dans les jardins du Trocadéro. La lumière s'étirait jusqu'à 20 heures. Paris était belle, comme toujours. Mais moi, je n'avais Dieu que pour un écran de téléphone. Celui de Gaudin, pour être précise. Ce jeudi-là, il avait oublié son portable sur la table de la cuisine en allant prendre sa douche. Une négligence inhabituelle. Ou peut-être était-il simplement trop confiant, trop certain que je ne chercherais jamais. Erreur. J'ai ouvert l'application de messagerie cryptée. Le code avait changé. Mais j'ai essayé quelques combinaisons. Son nouveau parfum. Faux. L'anniversaire de Jessamine que j'avais trouvé sur LinkedIn. Faux. Puis, presque par hasard, j'ai tapé une date. Le 23 octobre 2023. La date de ce week-end à Deauville. Leur premier week-end ensemble, probablement. L'application s'est ouverte. Et là, j'ai vu le message le plus récent. Envoyé la veille. Mon amour, j'ai réservé au duc de Praslin pour samedi prochain. 20h30. Notre table habituelle. J'ai hâte de fêter notre anniversaire avec toi. 2 ans déjà. Les plus belles années de ma vie. Mon sang s'est figé dans mes veines. Le duc de Praslin. Notre restaurant. Celui où nous avions célébré nos 10 ans de mariage. Samedi prochain. Dans 2 jours. Leur anniversaire. 2 ans. Donc depuis avril 2023. Depuis 2 ans entiers, Gaudin vivait une double vie. 2 ans pendant lesquels j'avais été l'idiote qui préparait ses valises, qui souriait poliment, qui fermait les yeux. J'ai lu les messages précédents. Des dizaines, des centaines peut-être. Tu me manques déjà. Hier soir était magique. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne.
Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher. Cette dernière phrase m'a glacée. Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'ils comptaient me quitter? Qu'ils avaient des projets d'avenir ensemble? J'ai continué à faire défiler les messages, et puis je suis tombée sur une photo de Jessamine, dans notre lit, dans notre appartement, dans mon lit. Il l'avait amenée ici, dans notre maison, dans notre intimité. La nausée m'a submergée. J'ai dû m'asseoir. L'eau de la douche s'est arrêtée. J'ai rapidement fermé l'application, reposé le téléphone, et je suis sortie de la cuisine. Dans le couloir, je me suis appuyée contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Le duc de Praslin. Samedi, 20h30. Une idée folle a germé dans mon esprit. Ce soir-là, Gaudin est parti dîner avec des collègues. Bien sûr. Dès qu'il a refermé la porte, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le restaurant. Le duc de Praslin. Bonsoir. Bonsoir. Je souhaiterais réserver une table pour samedi soir. 20h30. Pour combien de personnes? 2 personnes. Un instant, s'il vous plaît. Un silence. J'ai une table disponible à 20h15 ou à 21h. Rien à 20h30 précisément? Malheureusement non. Toutes nos tables sont réservées à cette heure. Et auriez-vous une table à côté de celle réservée au nom de Courbesson? Un autre silence. Madame Courbesson? Oui. Je vois. Vous souhaitez une table adjacente à celle de Monsieur Courbesson? Exactement. Le ton du maître d'hôtel a changé. Plus professionnel. Plus discret. Nous avons la table numéro 12, juste à côté. 20h30. Parfait, je la prends. À quel nom, madame? J'ai hésité une seconde. Moreau, madame Moreau. Après avoir raccroché, j'ai réalisé ce que je venais de faire. J'allais les confronter, en public, dans ce restaurant où Gaudin m'avait juré son amour éternel il y a 22 ans. Mais je ne pouvais pas y aller seule. Je ne voulais pas être la femme hystérique qui fait une scène. Je voulais de la dignité, de la force. Je voulais qu'Édric soit là. Mais comment le contacter? Je ne connaissais que son nom, son visage sur LinkedIn, son adresse avenue Foch. J'ai passé la soirée à réfléchir. Puis, vers 23h, j'ai pris une décision. Le lendemain, vendredi, j'ai appelé le lycée pour prévenir que je serais absente. Un malaise. Rien de grave. Mes collègues ont été compréhensifs. Puis je suis allée avenue Foch. J'ai attendu devant l'immeuble. 3 heures. Assise sur un banc en face. Ridicule. Pathétique. Mais déterminée. À 13h30, il est sorti. Édric Moreau. 42 ans. Costume gris. Attaché case. L'air fatigué mais élégant. Je me suis levée. J'ai traversé la rue. Mon cœur battait comme jamais. Ah, monsieur Moreau? Il s'est retourné, surpris. Oui? Je m'appelle Féliciane Courbesson. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Il m'a regardé sans comprendre. Nous nous connaissons? Non. Mais nos conjoints se connaissent très bien. J'ai vu son visage changer. La compréhension. Puis la douleur. Je vois, a-t-il murmuré. Vous saviez? J'avais des doutes, depuis quelques mois, mais je n'avais pas de preuves. Moi, j'en ai. Nous sommes allés dans un café. Nous nous sommes assis face à face. 2 étrangers liés par la même trahison. Je lui ai tout raconté. Les messages, les photos, Deauville, le bracelet, l'avenue Foch, les mensonges. Et lui m'a raconté sa version. Les retards inexpliqués de Jessamine. Les week-ends de formation professionnelle. Les sourires secrets devant son téléphone. Les parfums d'hommes qu'il ne reconnaissait pas sur ses vêtements. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Ai-je demandé. 8 ans en juin. 8 ans, dont 2 passés dans le mensonge. Demain soir, ai-je dit lentement. Ils ont prévu un dîner romantique au duc de Praslin, pour fêter leurs 2 ans ensemble. Édric a serré les poings. 2 ans. J'ai réservé la table à côté de la leur. Il m'a regardé. Dans ses yeux, j'ai vu ce que je ressentais. La colère, la douleur, mais aussi quelque chose d'autre, la détermination. Vous voulez que je vienne avec vous? Oui. Il a réfléchi longuement, puis il a hoché la tête. D'accord. Nous avons échangé nos numéros. Convenu d'1 heure. 20h15 devant le restaurant. En me levant pour partir, Édric m'a retenu. Madame Courbesson? Oui. Merci, pour avoir eu le courage de venir me voir. Nous méritons tous les deux la vérité. Oui, nous la méritons. Le soir, quand Gaudin est rentré, je l'ai regardé différemment. Ce n'était plus mon mari, c'était un menteur, un tricheur, un homme qui avait détruit 32 ans de vie commune pour une aventure.
Tu as passé une bonne journée? A-t-il demandé distraitement. Excellente. Des projets pour demain soir? Oui. Et toi? Je dois sortir. Un dîner professionnel. Bien sûr. Il est allé dans son bureau. Moi dans ma chambre. Et j'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Parce que demain, le mensonge prendrait fin. Demain, justice serait faite. Samedi. Le jour était arrivé. Je me suis réveillée avec une clarté étrange. Pas de doute, pas de peur, juste une détermination froide et calme. Gaudin était déjà levé. Je l'ai entendu siffloter dans la salle de bain. Siffloter, comme s'il était heureux. Comme si ce soir, il allait célébrer l'amour avec sa maîtresse pendant que sa femme resterait à la maison comme une idiote. Mais pas cette fois. « Tu pars tôt ce matin ?» ai-je demandé en entrant dans la cuisine. « Oui, beaucoup de travail avant ce soir. Ton dîner professionnel. » « Exactement. » Il a bu son café rapidement. « Ne m'attends pas. Je rentrerai tard. » « Je n'en doute pas. » Il m'a embrassé distraitement sur la joue et est parti. Dès que la porte s'est refermée, j'ai ouvert mon armoire. Qu'est-ce qu'on porte pour confronter son mari infidèle dans le restaurant où il vous avait juré fidélité? J'ai choisi une robe noire simple mais élégante. Celle que je portais rarement parce que Gaudin disait qu'elle me vieillissait. Aujourd'hui, je m'en fichais. J'ai attaché mes cheveux en chignon bas, mis mes perles, celles que sa mère m'avait données. Dans le miroir, j'ai vu une femme de 59 ans, pas jeune, pas éclatante, mais digne, et c'était suffisant. À 20h10, j'ai pris un taxi jusqu'au Duc de Praslin. Édric m'attendait devant l'entrée. Costume noir impeccable, visage fermé mais déterminé. « Vous êtes prête ?» a-t-il demandé. « Oui. Et vous ?» « Autant qu'on peut l'être. Nous sommes entrés ensemble. Le maître d'hôtel nous a accueillis avec un sourire professionnel légèrement crispé. Il savait. Bien sûr qu'il savait. « Madame Moreau, table 12 ?» C'est exact. Il nous a conduits à notre table, juste à côté de la table 13, celle où Gaudin et Jessamine n'étaient pas encore arrivés. Nous nous sommes assis, Édric face à la salle. Moi dos à la table 13, mais avec un angle de vue parfait grâce au miroir sur le mur d'en face. « Que faisons-nous exactement ?» a murmuré Édric. « Nous attendons. Et quand ils arriveront, nous les laisserons s'installer. Puis, nous agirons. » Comment? J'ai sorti de mon sac 2 enveloppes. Des enveloppes blanches que j'avais préparées hier soir. Avec ceci. Édric a compris. Dans son regard, j'ai vu le même mélange de tristesse et de résolution. À 20h35, ils sont arrivés. Gaudin d'abord, en costume gris anthracite, celui que je lui avais offert pour Noël. Il souriait, détendu, heureux. Puis Jessamine, magnifique dans une robe rouge, ses cheveux blonds tombant en cascade. Elle riait à quelque chose qu'il venait de dire. Ils se sont assis à la table 13. Le serveur leur a apporté du champagne. Ils ont trinqué, se sont regardés avec cette intensité que je reconnaissais. C'était comme ça que Gaudin me regardait autrefois, il y a 30 ans, avant que tout ne meure. Édric les observait, le visage de marbre. « C'est elle », a-t-il murmuré. Non pas une question, une constatation. Oui. Gaudin a pris la main de Jessamine par-dessus la table, l'a embrassée tendrement, a murmuré quelque chose qui l'a fait rire. Dans le miroir, je les voyais parfaitement. Un couple amoureux, qui ne se doutait de rien. « Quand ?» a demandé Édric. « Maintenant. » Nous nous sommes levés en même temps. Nous avons fait 3 pas, et nous nous sommes arrêtés juste à côté de leur table. Gaudin nous a vus en premier. Son visage est passé de la surprise à l'incompréhension, puis à la panique pure. « Féliciane !» Jessamine s'est retournée, a vu Édric, et toute couleur a quitté son visage. « Édric, qu'est-ce que… » Le restaurant était bondé. Les conversations continuaient autour de nous. Personne ne remarquait encore le drame qui se jouait à la table 13. J'ai posé mon enveloppe devant Gaudin, calmement, sans trembler. « Bonsoir mon chéri, joyeux anniversaire. » Ma voix était douce, presque sereine. Édric a posé sa propre enveloppe devant Jessamine. « Bonne soirée ma chérie. » Gaudin regardait l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. « Féliciane, je peux expliquer… » Inutile. Tout est là-dedans. J'ai désigné l'enveloppe. Les papiers du divorce. Mes conditions. Mon avocat te contactera lundi. Féliciane, s'il te plaît. 32 ans. 32 ans de ma vie. Pour en arriver là. Ma voix ne tremblait toujours pas. J'étais calme. D'un calme terrifiant. Jessamine avait ouvert son enveloppe. Ses mains tremblaient. Édric,
2 ans, a dit Édric doucement. 2 ans que tu me mens, que tu détruis notre mariage. Pour lui. Quelques personnes aux tables voisines commençaient à se retourner. Le maître d'hôtel s'approchait discrètement. Sois heureuse avec elle, Gaudin, ai-je dit. Mais sans mon argent, sans notre appartement, sans rien de ce que nous avons construit ensemble. Tu voulais recommencer? Recommence vraiment. À 0. Gaudin était blanc, pétrifié. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je le fais. Édric regardait Jessamine avec une tristesse infinie. Je voulais des enfants. Tu disais que tu n'étais pas prête. Mais c'était juste que tu ne les voulais pas avec moi. Ce n'est pas... Garde-le. Vis ta vie avec lui, mais sans moi et sans mon soutien. Jessamine avait des larmes sur les joues. Gaudin aussi semblait sur le point de pleurer. Mais nous, Édric et moi, nous étions secs, au-delà des larmes, au-delà de la douleur. Une dernière chose, ai-je dit en me penchant légèrement vers Gaudin. Ce restaurant, tu te souviens? Nos 10 ans de mariage. Tu m'as dit que tu m'aimerais jusqu'à ton dernier souffle. Féliciane, j'espère que ça valait le coup de détruire tout ça pour une histoire qui finira probablement de la même manière. J'ai regardé Jessamine. Bonne chance, vous en aurez besoin. Puis Édric et moi avons tourné les talons et sommes sortis du restaurant. Derrière nous, le silence, puis des murmures, puis le chaos. Mais nous n'avons pas regardé en arrière. Dehors, la nuit était douce. Paris scintillait sous les lumières. Édric et moi sommes restés là un moment, sans parler. Puis il a dit « Merci, je n'aurais pas pu faire ça seul. Moi non plus. Qu'allez-vous faire maintenant? Rentrer chez moi, préparer mes valises, partir avant qu'il ne rentre. Où irez-vous? Chez ma sœur, à Bordeaux, le temps de régler les choses. » Il a hoché la tête. « Bonne chance, Madame Courbesson. Bonne chance à vous aussi, Monsieur Moreau. » Nous nous sommes serrés la main. 2 survivants d'un naufrage. 2 personnes qui venaient de fermer un chapitre douloureux de leur vie. Puis nous sommes partis chacun de notre côté. Je suis rentré à l'appartement. Mes mains ne tremblaient pas en ouvrant la porte. Mon cœur battait normalement. J'étais calme, étrangement calme. J'ai sorti 2 valises du placard. Les grandes, celles que nous utilisions pour nos voyages d'autrefois. Méthodiquement, j'ai commencé à emballer mes affaires, mes vêtements, mes livres préférés. Les photos de ma famille, pas celles de notre mariage. Je n'en voulais plus. J'ai pris la tasse en porcelaine blanche, celle que ma mère m'avait offerte. Elle avait traversé 32 ans avec moi. Elle méritait de continuer le voyage. Dans mon coffret à bijoux, j'ai laissé la bague de fiançailles, les boucles d'oreilles de sa mère aussi. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait vraiment. À 22h15, mon téléphone a sonné. Gaudin. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé. Encore. Encore. J'ai éteint le téléphone. À 23h, j'étais prête. 2 valises, un sac à main, ma tasse dans du papier bulle. J'ai regardé une dernière fois cet appartement. Ces 180 mètres carrés où j'avais vécu 18 ans, où j'avais cru être heureuse. Mais je n'étais pas triste, juste libérée. J'ai appelé un taxi. Destination, gare Montparnasse. Le dernier train pour Bordeaux partait à minuit moins le quart. Dans le taxi, j'ai rallumé mon téléphone. 37 appels manqués de Gaudin. Une dizaine de messages. Féliciane, rentre. On doit parler. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Tu ne peux pas partir comme ça. Féliciane, réponds-moi. Je t'en supplie. Je les ai tous effacés, sans les lire complètement, sans hésiter. À la gare, j'ai acheté mon billet. Un aller simple. Pas de retour prévu. Dans la salle d'attente, j'ai appelé Marguerite. Féliciane, il est tard. Je sais, je suis désolée. Je pars. Je quitte Gaudin. Je prends le train de minuit. Je peux venir chez toi quelques jours. Un silence. Puis, bien sûr, reste le temps qu'il faudra. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai. Mais c'est fini. Vraiment fini. Tu as bien fait. Je t'attends. Le train était presque vide. J'ai trouvé une place près de la fenêtre. J'ai posé ma tête contre la vitre froide et j'ai regardé Paris disparaître dans la nuit. Cette ville où j'avais vécu 40 ans, où j'avais enseigné, aimé, souffert. Je ne savais pas si j'y reviendrais un jour. Autour de minuit 30, mon téléphone a sonné à nouveau. Pas Gaudin cette fois. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis répondu. « Madame Courbesson? C'est Édric Moreau. Bonsoir. Pardonnez-moi de vous appeler si tard. Je voulais juste savoir si tout allait bien. Je suis dans le train pour Bordeaux. Vous avez bien fait de partir. » Un silence. Puis il a ajouté. «
Jessamine est rentrée après vous. Elle a fait ses valises aussi. Elle est partie chez sa mère. Et vous? Je reste dans l'appartement. Pour l'instant, je dois réfléchir à ce que je vais faire. C'est une étape difficile. Oui, mais nécessaire. Il a marqué une pause. Merci encore. Pour ce soir. Pour avoir eu le courage que je n'avais pas. Nous l'avons eu ensemble. C'est vrai. Prenez soin de vous, Madame Courbesson. Vous aussi, Monsieur Moreau. Après avoir raccroché, j'ai fermé les yeux. Le train filait dans la nuit, me portait loin, vers une nouvelle vie que je ne connaissais pas encore. J'avais peur. Bien sûr que j'avais peur. Mais j'étais vivante. Vraiment vivante. Pour la première fois depuis des années. Marguerite m'attendait à la gare de Bordeaux à 3 heures du matin. Elle m'a prise dans ses bras sans poser de questions. « Viens, on parlera demain. » Dans sa voiture, roulant vers sa maison de banlieue, j'ai regardé les rues endormies de cette ville que je connaissais à peine. Tout était nouveau, tout était possible. Et cette pensée, au lieu de me terrifier, m'apaisait. Les jours suivants ont été étranges, comme si j'étais dans un rêve, ou plutôt, comme si je me réveillais d'un cauchemar de plusieurs années. J'ai raconté toute l'histoire à Marguerite. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit simplement « Tu as été courageuse ». Je ne me sens pas courageuse. Je me sens juste fatiguée. C'est normal. Tu viens de fermer une porte qui était ouverte depuis 32 ans. Repose-toi. Le reste viendra. Mon avocat m'a appelé le lundi. Gaudin avait reçu les papiers. Il contestait tout, bien sûr. Il veut négocier, m'a dit l'avocat. Non, pas de négociation. Je veux le divorce. Je veux ma part de l'appartement. Je veux ma pension. C'est tout. Très bien. Je m'en occupe. Gaudin a essayé de me joindre pendant 2 semaines. Messages, appels, mails. Je n'ai répondu à aucun. Puis, un soir, il a arrêté. Le silence. Enfin. Mai est arrivé. Les lilas fleurissaient dans le jardin de Marguerite. Je passais mes journées à lire, à marcher, à simplement exister sans rôle à jouer. Un après-midi, Marguerite m'a trouvé sur le banc du jardin. « Tu sais ce que tu vas faire maintenant ?»« Non, pas encore. Tu pourrais rester ici. Trouver un poste dans un lycée de Bordeaux. Recommencer. Peut-être, ou peut-être ailleurs. Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas ce que je veux. Et bizarrement, ça ne me fait pas peur. » Marguerite a souri. C'est bon signe. Fin mai, Édric m'a envoyé un message. « Bonjour Madame Courbesson, j'espère que vous allez bien. Le divorce avec Jessamine est en cours. Elle est avec Gaudin maintenant. Ils ont loué un appartement ensemble. Je pensais que vous aimeriez savoir. Prenez soin de vous. » J'ai relu le message 3 fois. Gaudin et Jessamine ensemble. Officiellement. Étrangement, cette nouvelle ne m'a pas fait mal. J'ai juste pensé, combien de temps avant que l'un trahisse l'autre, avant que la passion se transforme en routine, avant qu'ils réalisent que ce qu'ils avaient détruit pour être ensemble n'en valait peut-être pas la peine. Mais ce n'était plus mon problème. J'ai répondu simplement, merci de m'avoir prévenu. Prenez soin de vous aussi. L'été 2025 est arrivé avec sa chaleur et ses promesses de renouveau. Je vivais toujours chez Marguerite, non pas par nécessité. Mon avocat avait obtenu une pension alimentaire provisoire confortable, mais par choix. J'aimais cette maison, ce jardin, cette vie simple loin de Paris. Le divorce avançait lentement. Gaudin contestait chaque point, retardait chaque signature. Mon avocat me disait que c'était normal, que les hommes coupables cherchent toujours à gagner du temps. Mais moi, j'avais tout mon temps maintenant. Début juin, j'ai reçu un appel inattendu. Sylvie, mon amie parisienne. « Féliciane, enfin je te trouve. J'ai essayé de t'appeler pendant des semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Gaudin m'a dit que tu étais partie chez ta sœur pour une urgence familiale. Gaudin t'a menti, comme il m'a menti pendant 2 ans. J'ai tout raconté. Le restaurant, la confrontation, mon départ. Sylvie est restée silencieuse un long moment. Mon Dieu, je savais qu'il y avait quelque chose, mais jamais je n'aurais imaginé. Personne n'imagine. C'est pour ça que ça marche. Comment vas-tu? Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Et c'était vrai. Chaque jour qui passait, je me sentais plus légère, comme si un poids invisible se dissolvait lentement. Tu sais, a dit Sylvie après un moment, il y a des rumeurs à Paris. Sur Gaudin et cette Jessamine. Quel genre de rumeurs? Apparemment, leur histoire fait jaser dans le milieu de l'architecture. Une relation qui a commencé pendant son mariage, qui a détruit 2 couples. Ce n'est pas très bien vu. Certains clients ont annulé des contrats. Cette information m'a surprise.
Je n'avais pas pensé aux conséquences professionnelles pour Gaudin. Il perd des contrats? Oui. Et son associé, Bernard, tu te souviens de Bernard, envisage de dissoudre leur partenariat. Il dit que Gaudin a terni la réputation du cabinet. Je n'ai pas ressenti de joie, juste une forme de justice froide et implacable. La vie a une façon intéressante de rendre les choses, ai-je murmuré. Mi-juin, Édric m'a appelé. Madame Courbesson, j'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. Comment allez-vous? J'ai besoin de parler. Vous êtes la seule personne qui peut comprendre. Je vous écoute. Il a pris une grande inspiration. Jessamine m'a contacté la semaine dernière. Elle veut récupérer des affaires qu'elle a laissées à l'appartement. Quand elle est venue, elle avait changé. Changé comment? Elle avait l'air fatiguée, malheureuse. Elle m'a dit que les choses avec Gaudin n'étaient pas comme elle l'avait imaginé. J'ai fermé les yeux. Bien sûr que non. La réalité n'est jamais comme l'imagination. Elle m'a dit qu'il était différent maintenant, plus distant, plus préoccupé par ses problèmes professionnels, qu'ils se disputaient souvent. Combien de temps ont-ils vécu ensemble? 2 mois? Presque 3 maintenant. 3 mois. Et déjà les fissures apparaissaient. Elle a même eu le culot de me dire qu'elle avait fait une erreur, qu'elle regrettait. Et vous? Qu'avez-vous répondu? Rien. Je l'ai laissé prendre ses affaires et partir. Certaines erreurs ne se réparent pas. Vous avez raison. Mais vous savez ce qui est étrange? Je ne ressens rien. Ni satisfaction de la voir malheureuse, ni tristesse. Juste du vide. C'est normal. Le cœur a besoin de temps pour guérir. Oui, sans doute. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps dans le jardin à réfléchir. Gaudin et Jessamine. 2 personnes qui avaient tout sacrifié pour être ensemble. Et maintenant, confrontés à la réalité quotidienne, ils découvraient que leur histoire n'était peut-être qu'une illusion construite sur l'excitation de l'interdit. Sans les mensonges, sans l'adrénaline de se cacher, que restait-il? Juillet est arrivé avec sa chaleur suffocante. Bordeaux était belle mais étouffante. Mon avocat m'a appelé avec des nouvelles. Madame Courbesson, nous avons un problème. Gaudin prétend ne plus pouvoir payer la pension alimentaire que le juge a fixée. Il dit que ses revenus ont considérablement diminué. C'est vrai? Techniquement, oui. Il a perdu plusieurs gros contrats. Son cabinet est en difficulté. Mais il possède toujours sa part de l'appartement, qui vaut une fortune. Alors qu'il la vende. C'est ce que je lui ai dit, mais il refuse. Il dit que c'est sa maison. J'ai souri amèrement. Sa maison. Celle que nous avions achetée ensemble. Celle où j'avais vécu 18 ans. Insisté. Je veux ma part. Entendu. Fin juillet. Sylvie m'a rappelé. Tu ne vas pas croire ce qui se passe à Paris. Dis-moi. Gaudin et Jessamine ont rompu. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Rompu? Oui. Il y a 1 semaine. Apparemment, une dispute terrible. Elle est retournée chez sa mère. Lui était resté dans leur appartement loué. Mais ils n'ont même pas vécu ensemble 4 mois. Je sais. C'est pathétique, non? Ils ont détruit 2 mariages pour une histoire qui n'a même pas duré un été. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la satisfaction, pas de la joie. Plutôt une profonde tristesse pour tout ce gâchis. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait exactement. Mais les rumeurs disent qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien en commun en dehors de leur liaison, que sans l'excitation du secret, il ne restait rien. Et Gaudin, comment va-t-il? Mal, d'après ce que j'ai entendu. Il a perdu son travail, sa maîtresse, et bientôt son appartement, si le divorce avance. Il vit seul maintenant. Bernard dit qu'il le voit parfois dans des cafés. L'air perdu. Je devrais me réjouir. Mais je ne ressentais que de la pitié. Gaudin avait tout eu. Un mariage stable, une carrière brillante, une vie confortable. Et il avait tout jeté pour une illusion. Début août, j'ai reçu un message de Gaudin. Le premier depuis des mois. Féliciane, je sais que tu ne veux pas me parler. Je respecte ça. Mais j'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai fait une terrible erreur, la plus grande de ma vie. Je pensais que Jessamine était ce qu'il me manquait, que notre mariage était mort et que je méritais d'être heureux. Mais j'avais tort. Elle n'était qu'une distraction, une illusion. Et maintenant, j'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, toi, notre vie. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que c'est impossible. Mais je voulais que tu saches que je regrette, profondément. Et que si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. J'ai lu ce message 3 fois, puis je l'ai effacé. Non pas par cruauté,
mais parce que ces regrets ne changeraient rien. Le mal était fait. Notre mariage était mort bien avant cette fameuse soirée au restaurant. Et moi, j'avais avancé. Mi-août, mon avocat m'a appelé avec de bonnes nouvelles. Madame Courbesson, nous avons un accord. Gaudin accepte de vendre l'appartement. Vous recevrez votre part, soit environ 750 000 €, plus une pension alimentaire mensuelle de 3 000 € jusqu'à la finalisation du divorce. 750 000 €. De quoi recommencer? De quoi vivre confortablement? De quoi être libre? Quand? L'appartement sera mis en vente ce mois-ci. La transaction devrait être finalisée d'ici octobre. Octobre. Dans 2 mois, je serai financièrement indépendante. Cette pensée m'a remplie d'une paix profonde. Fin août, Édric m'a envoyé un dernier message. « Chère Madame Courbesson, mon divorce avec Jessamine sera finalisé le mois prochain. Elle a tout accepté sans contestation. Je pense qu'elle avait trop honte pour se battre. J'ai appris que votre situation avançait aussi. Je voulais vous dire merci. Merci d'avoir eu le courage de nous sortir de ce mensonge. Grâce à vous, j'ai retrouvé ma dignité. Je commence une nouvelle vie. J'espère que vous aussi. Prenez soin de vous. Édric. » J'ai souri en lisant ces mots. Nous avions tous les deux survécu. Nous avions tous les deux trouvé la force de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Un soir de fin août, assise dans le jardin de Marguerite avec ma vieille tasse de thé en porcelaine, j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. 6 mois plus tôt, j'étais une femme prisonnière de son propre déni. Une femme qui fermait les yeux sur la trahison pour maintenir une illusion de stabilité. Aujourd'hui, j'étais libre. Vraiment libre. Gaudin avait perdu son travail, sa réputation, sa maîtresse et bientôt son appartement. Jessamine avait perdu son mari, sa relation avec Gaudin, et probablement sa propre estime d'elle-même. Je n'avais pas cherché à les punir. Je n'avais pas comploté leur chute. La vie s'en était chargée toute seule. Parce que les choses construites sur le mensonge ne durent jamais. Parce que la vérité finit toujours par éclater. Parce que les choix ont des conséquences. Ils avaient choisi la facilité du mensonge. Moi, j'avais choisi la difficulté de la vérité. Et maintenant, tandis qu'ils récoltèrent les fruits amers de leurs décisions, moi, je plantais les graines d'une nouvelle vie. Une vie où je n'aurais plus à me taire, plus à fermer les yeux, plus à accepter l'inacceptable. Une vie qui serait vraiment la mienne. Elle m'avait traité de folle, ai-je murmuré dans le silence du jardin. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans ses messages. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Octobre 2025. 6 mois après cette soirée au Duc de Praslin. L'appartement de Paris a été vendu. Les papiers du divorce signés. Ma nouvelle vie pouvait commencer. J'ai décidé de rester à Bordeaux. Non pas chez Marguerite, elle avait déjà assez donné, mais dans un petit appartement du centre-ville. 2 pièces lumineuses avec balcon. Simple. À moi. J'ai trouvé un poste dans un lycée privé. J'enseigne toujours la littérature française. Molière, Balzac, Baudelaire. Ces mots qui traversent les siècles et qui parlent toujours des mêmes vérités humaines. Mes élèves me demandent parfois pourquoi j'aime tant ces vieux textes. Parce qu'ils nous rappellent que les erreurs d'hier sont les leçons d'aujourd'hui, je leur réponds. Un matin de novembre, alors que je prenais mon café dans ma tasse en porcelaine blanche, celle qui a tout vu, tout traversé, j'ai reçu un message d'Édric. « Bonjour Féliciane, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire que je me suis remariée, une femme merveilleuse que j'ai rencontrée cet été. Nous attendons un enfant pour le printemps. La vie continue. Merci encore pour tout. Édric. » J'ai souri. Un vrai sourire. Édric avait trouvé son bonheur. Il avait reconstruit. Il allait être père. La vie continuait. Pour lui, pour moi, pour nous tous. Sylvie m'a raconté que Gaudin vivait maintenant dans un studio du 19e arrondissement, qu'il travaillait comme consultant indépendant, que sa carrière brillante était terminée. Jessamine était retournée vivre chez ses parents. Son divorce finalisé, sa réputation ternie. 2 vies brisées pour une histoire qui n'avait duré que quelques mois. Je ne ressens plus rien pour eux. Ni haine, ni pitié. Juste une forme de détachement serein. Ils ont fait leur choix. Ils en assument les conséquences, comme nous tous. Ce soir, assise sur mon balcon, je regarde la Garonne couler paisiblement. Les lumières de la ville scintillent. La vie continue son cours. J'ai 60 ans maintenant. 60 ans et une nouvelle vie devant moi. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 ans, 20 ans, 30, mais je sais une chose, je ne le passerai plus dans le silence, dans la soumission. Dans le déni, je vivrai,
Vraiment, pleinement, dignement, avec ma tasse de thé, mes livres, ma liberté. Et si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à trouver le courage de partir, à choisir la dignité plutôt que le confort du mensonge, alors tout cela aura eu un sens. Parce que la vie est trop courte pour la gaspiller avec quelqu'un qui ne vous respecte pas. Parce que la solitude vaut mieux qu'une compagnie toxique. Parce que nous méritons tous d'être aimés. Vraiment. Sincèrement. Et si cet amour n'existe plus, nous méritons d'avoir le courage de partir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.